Les mythes, légendes, folklore et contes fantastiques nous intriguent toujours, quelle que soit la situation géographique. Chaque pays a sa propre collection de créatures mythiques, de figures humaines légendaires et de monstres. Dans le folklore et la mythologie finlandaise, il existe de nombreuses créatures mythiques et de créatures de croyances différentes. Les plus puissants d'entre eux étaient les dieux et les êtres divins. En plus de ceci, il y avait des êtres spirituels beaucoup plus petits et plus insignifiants que les plus grands dieux. Il y avait aussi des êtres corporels dont beaucoup étaient des humanoïdes, ainsi que divers monstres. Il est souvent difficile de distinguer un dieu d'une créature mythique. De nombreuses créatures avaient les caractéristiques à la fois d'un dieu et d'une créature mythique. Par exemple, Tapio, roi de la forêt, était adoré dans l'espoir du gibier. Comme un dieu, mais on racontait aussi des histoires à son sujet, comme des créatures mythiques. Souvent, avec la montée du christianisme, les anciennes divinités sont devenues des êtres inférieurs et certaines ont été qualifiées d'êtres pervers. Certains êtres étaient des possesseurs humains qui vivaient près des gens et protégeaient les biens ou la santé des gens ou leur portaient chance. Ceux-ci étaient bons pour leurs propriétaires s'ils étaient seulement bien traités. Par exemple, ils se souvenaient qu'il fallait faire certains sacrifices. Cependant, ils étaient souvent hostiles à d'autres personnes ou aux communautés ou aux détenteurs d'autres créatures. Les Ides sont des créatures d'un autre monde qui vivent partout dans la nature, dans les lacs, les grottes rocheuses, les montagnes, au fond de la forêt. Ils apparaissent dans les sorts dans plusieurs rôles. En tant que seigneurs de la nature, assistants de sorciers, malfaiteurs, pestes, créateurs d'animaux ou dirigeants. Dans la liste des dieux finlandais de Mikael Agricola, 1551, Isi était mentionné comme le dieu forestier des Caréliens, qui contrôlait le jeu de la forêt, tandis que le dieu forestier du peuple Amalala était Tapio. Dans les sorts, les forêts sont encore appelées les terres des Ides. Par exemple, dans un sort de chasse aux cerfs, les terres de Ides sont skiées. À l'origine, Isi signifiait un lieu de sacrifice et de culte, comme un bosquet sacré. Les Idés peuvent voyager au sein des cortèges religieux et s'attaquer aux gens qui ne cèdent pas à leur volonté. Si par malheur la porte d'un foyer reste ouverte, un Isi peut s'y faufiler et y voler quelques biens. Toute personne poursuivie par un Isi peut trouver refuge dans une zone cultivée. Ainsi, dans le folklore finnois, ce sont les zones cultivées qui sont bénites. Par opposition à la tradition païenne, où les lieux sacrés sont plutôt faits de grandes structures naturelles, aux caractéristiques impressionnantes et à la réputation interdite, le Isi malin ne peut que rarement pénétrer dans les zones cultivées par l'homme et bénies de lui-même. En Finlande, l'Ajatar, également écrit Ayatar, Ajataro ou Ajatara, est un esprit connu sous le nom de diable des bois. C'est un esprit féminin, diabolique qui se manifeste sous la forme d'un serpent ou d'un dragon. On dit qu'Ajatar est la mère du diable. Elle propage les maladies et la peste. Quiconque la regarde tombe malade, et elle allaite les serpents. Ajatar est montrée sous les traits d'une créature barbare et imprudente. En effet, elle insiste le personnage à assassiner la famille de son maître. Ajatar y est présentée comme méchante et comme une vicieuse femme qui jouit du malheur des autres. Une nouvelle île est apparue de nulle part sur un lac gelé dans le nord de la Finlande, laissant les gardes frontières et les Finlandais également déconcertés.
Le garde-frontière de Laponie, en Finlande, a twisté une photo d'un phénomène étrange. L'image montre une immense masse continentale qui se profile au milieu du lac Inari, gelé. Une nouvelle île a émergé au large de Papinsaari, a écrit les gardes-frontières de Laponie sur leur compte Twitter. La patrouille d'Ivalo a immortalisé ce phénomène avec leur caméra dans un gel clair de moins 25 degrés. Le pays nordique de la Finlande n'est pas exactement connu pour ses tremblements de terre ou ses activités volcaniques qui pourraient expliquer le changement soudain de paysage ou l'apparition de nouvelles formations rocheuses. Alors que le phénomène dit de l'île fantôme a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux finlandais, les utilisateurs ont proposé toutes sortes d'explications. Nombreux sont ceux qui ont assuré que l'étrange phénomène était une nouvelle preuve d'univers parallèle, en plus que ce n'est pas la première fois que quelque chose de similaire se produit. En octobre 2015, plusieurs villes flottantes sont apparues en Chine. À peu près au même moment, de l'autre côté de la planète, une ville a été vue flottant au-dessus de Hastings, en Angleterre. Cependant, les sceptiques ont sombrement souligné que la Finlande n'est pas une île et que le phénomène est un simple mirage. Selon les scientifiques, l'image de l'île a été causée par la lumière passant à travers les couches atmosphériques, réfléchissant et réfractant des paysages éloignés de différentes manières, souvent déroutant pour l'œil humain et l'objectif de la caméra. Si l'air est à la même température, qu'il soit chaud ou froid, la lumière se propage en ligne droite. Cependant, s'il y a un gradient de température stable, la lumière suivra un chemin incurvé dans l'air plus frais. Par conséquent, les mirages seraient le résultat direct des particules légères. Et alors que les mirages apparaissent généralement les jours sans air et surtout ensoleillés sur une surface plane, comme un désert, qui absorbe l'énergie du soleil, les mirages hivernaux ne seraient pas si étranges non plus. Alors que l'explication habituelle de ces observations est le mirage, les théoriciens du complot pensent que leur origine serait plutôt l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, travaillant avec le Grand Collisionneur de Hadron. Les expériences du CERN visaient à trouver des particules illusoires qui pourraient montrer la preuve d'un multivers, créer de petits trous noirs ou découvrir de la matière noire. Bien qu'il soit considéré comme une percée dans le monde de la science, il était également potentiellement dangereux. Certains experts dans le domaine ont déclaré que ces expériences entraîneraient des conséquences inconnues, telles qu'une sorte d'enchevêtrement interdimensionnel ou permettre l'accès à des entités qui vont au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Le CERN a peut-être atteint son objectif et maintenant nous en subirons les conséquences avec l'apparition de villes flottantes dans le ciel du monde entier ou comme en Finlande où une île fantôme est apparue. Que pensez-vous de l'île fantôme de la Finlande? Est-ce un mirage ou est-ce une nouvelle preuve d'univers parallèle? Helsinki est un endroit idéal pour les histoires de fantômes, car de nombreux immeubles du centre-ville possèdent leurs fantômes résidents. Cette affirmation de Kari Korpi, qui dirige l'agence Happy Guide Helsinki, spécialisée en visites guidées de la capitale finlandaise, ne manque pas de surprendre. Après tout, Helsinki est quand même plus connu pour son architecture contemporaine de pointe que des cimetières à l'ambiance sinistre et ses manoirs anciens lugubres aux fenêtres desquels palpite la faible lueur des bougies à la nuit tombée. La ville d'Helsinki a été construite sur des cimetières.
L'hôtel Katana Janoka, qui occupe les bâtiments d'une ancienne prison située à proximité du centre-ville d'Helsinki, passe pour abriter un hôte inquiétant, un fantôme à qui il arrive de claquer les portes. Ce fantôme local, même s'il a tendance à l'occasion à claquer les portes, est réputé pour son caractère plutôt amical, à tout autre égard. On prétend par ailleurs qu'un autre fantôme célèbre, le spectre décapité d'un colonel prénommé Alensky, hante un immeuble du quartier de Kruna Akata, dont il utiliserait l'ascenseur en pleine nuit pour faire des allers-retours tout en tenant sa tête sous le bras. On ne sait pas bien si cette apparition est à relier au spectre d'un soldat sans tête que l'on aurait vu errer sur la petite île de Valisari, initialement rattachée à la forteresse maritime de Suon-Malina, située en rade d'Helsinki, ou si la capitale finlandaise est juste un endroit où les fantômes décapités se plaisent plus particulièrement. Alors que la nuit tombe sur une fraîche soirée d'automne, les lumières chaleureuses qui se laissent découvrir à travers les hautes baies vitrées du restaurant Capelli invitent le passant à entrer dîner. Il n'aura toutefois pas forcément encore entendu parler du fantôme attitré de l'endroit, supposé hanter la cave de ce restaurant. Ce fantôme qu'est Larine Cumitus, le fantôme de la cave de ces lieux. De façon caractéristique, le point commun des esprits qui hantent Helsinki semble être qu'ils sont moins ouvertement malveillants que d'humeur simplement irritable, à quoi s'ajoute souvent une certaine tendance à jouer des tours à leur façon. C'est aussi le cas de l'hôte immatériel du restaurant Capelli. Il s'agit de l'esprit de Joseph Wolontis, qui gérait cet établissement dans les années 1880 et 1890, époque où l'endroit était le point de ralliement du compositeur Jean Sibelius et de l'artiste peintre Asenski Galen Kalela, qui venaient souvent y étancher leur soif. Wolontis avait l'habitude d'offrir tous les lundis un petit déjeuner gratuit aux hôtes de son restaurant qui avaient festoyé la soirée et la nuit précédente. C'était un homme très apprécié de la clientèle, connu à son époque comme une sorte de grand patron à la tête d'une importante chaîne de restaurants, d'où une position de quasi-monopole dans son secteur. Wolontis est aujourd'hui le revenant le plus grognon d'Helsinki, du fait que les restaurants dont il avait jadis la responsabilité ont perdu leur monopole avec le temps. Quoi qu'il en soit, le personnel du Capelli vaque à ses occupations sans sembler s'inquiéter outre mesure de la présence du fantôme, même si plusieurs employés assurent avoir été témoins de la manie très spéciale de l'esprit de la cave, consistant à déplacer des meubles dans le restaurant, toujours pendant les heures de fermeture nocturne. La Finlande cache des secrets insoupçonnés. Une étrange créature qui a la forme d'une ombre noire hante les arbres dans l'est du pays, non loin de la frontière avec la Russie. La créature intrigue à tel point que les Finlandais en ont fait une véritable légende. Ominenen est une île aride et naturelle du Paré. Même au milieu du XIXe siècle, les morts étaient enterrés sur l'île dont l'Église ne s'occupait pas, meurtriers, suicidés et autres pécheurs. On dit que les âmes possédées hantent encore l'île aujourd'hui, et selon les histoires, on n'a pas le droit d'y dormir. Sur l'île, qui a été déclarée cimetière, il n'y a pas d'autre service pour les randonneurs, autre que les feux de camp. En mémoire des morts, une croix a été érigée sur le rivage de l'île. L'hôpital psychiatrique de Roika. L'établissement également connu sous le nom de sanatorium de Mimela fonctionnait à l'origine comme un sanatorium pulmonaire privé pour les gens aisés. Depuis lors, l'endroit a été utilisé comme hôpital psychiatrique et centre d'accueil. La partie ancienne du bâtiment principal est de style Art Nouveau et ressemble à un château. Il est vide depuis longtemps et vous ne pouvez pas y entrer sans autorisation. Mais l'endroit impressionne aussi de l'extérieur, surtout si l'on pense à l'histoire de fantômes qui y sont associés.
Selon elle, le bâtiment est hanté par l'esprit d'une jeune fille décédée à l'hôpital à un jeune âge. On dit que le fantôme erre dans les couloirs et les toits. L'ancienne église de Kimin Maha, le plus célèbre des morts enterrés sous le sol de l'ancienne église, en pierre de la paroisse de campagne de Kémi, est probablement le vicaire Nikolaos Rengius, décédé en 1629. On dit qu'il a prêché à sa congrégation. « Si mes sermons ne sont pas vrais, mon corps va pourrir, mais s'ils sont vrais, mon corps reste comme preuve. » Et le corps est bien conservé. La momie de Rengius est encore visible dans l'église, et on dit aussi que le vicaire y hante. Il se déplace dans l'église après l'heure de fermeture et arrive parfois même à prêcher. Le château de Mustio. Selon l'histoire, une femme rome a cherché refuge dans le château, à Carja, lors de sa construction. Cependant, elle n'a pas été autorisée à entrer. Alors, la femme bouleversée a maudit tout l'endroit. Beaucoup de choses inexplicables se sont produites dans le château. Et il a son propre fantôme, la dame grise. La dame au bonnet de dentelle se promène dans le château la nuit, avec une bougie à la main. Et ceux qui restent dans le bâtiment se sont réveillés à ses pas. Le château du Conseil d'État a été le théâtre de nombreux événements historiques. Peut-être que le plus dramatique a été vécu en 1904, lorsque Eugène Schaumann, le chambellan adjoint de la commission scolaire, tire 3 balles sur le gouverneur général, dans la cage d'escalier. Puis Schaumann se suicide. Des décennies après l'effusion de sang, des bruits de coups de feu ont été entendus dans l'escalier du château. De plus, les figures de Schaumann et de Brobikov ont été vues dans l'escalier. Ils apparaissent autour du jour de la mort de Anna Kinmi en juin. Il y a beaucoup d'endroits à Tampere qui seraient hantés. L'un d'eux est le manoir Attapaya, depuis les étages supérieurs duquel vous pouvez entendre des pas étranges et le jeu d'un piano. Son parc serait hanté par un mystérieux cavalier et une femme en robe légère qui pleure son fiancé mort pendant la guerre de Turquie. De plus, il y a un petit homme vêtu d'un costume gris foncé qui serait un autre des frères qui vivaient dans le manoir au début du XXe siècle. Toutes ces personnes hanteraient ce manoir. La disparition de Pia Ristikanker. Pia, née le 18 décembre 1972, était une jeune fille de 15 ans de Pikio, en Finlande, qui a disparu le 7 octobre 1988. Sa disparition est l'un des cas de disparition non résolus les plus célèbres de Finlande. Le vendredi 7 octobre était une journée d'école normale pour Pia, qui étudiait l'entretien ménager dans une école professionnelle. Elle avait organisé une soirée pyjama avec un ami à Pemio, mais a dû l'annuler parce que son frère de 3 ans avait besoin d'une baby-sitter cette nuit-là. Les parents de Pia étaient divorcés et sa mère avait quitté la maison familiale quelques années plus tôt. Le soir de la disparition, le père de famille était au sauna avec son beau-père tandis que Pia passait du temps avec ses frères, âgés de 3 et 14 ans. Les adolescents se sont disputés à propos d'émissions de télévision et Pia est sortie, emportant probablement avec elle un petit sac contenant de l'argent. Elle n'a pas été revue depuis. Plusieurs indices sur l'affaire ont été rapportés et de fausses observations de Pia ont également été faites après sa disparition. L'affaire a été reprise par le Bureau national d'enquête en 2003. Selon un ami d'enfance, Pia avait été victime d'intimidation à l'école à cause de l'orientation religieuse de sa famille. La famille de Pia est témoin de Jéhovah. Ils ont continué à vivre dans la maison d'où Pia a disparu après sa disparition, malgré plusieurs descentes de police. Pia a été officiellement déclarée décédée par contumace en 2011. La date de son décès a été marquée au 1er janvier 2011. Malheureusement, Pia n'a jamais été revue, elle est toujours portée disparue.
Le meurtre de Kilinki Zahari. Holly Kilinki Zahari est née le 6 décembre 1935. Elle est décédée le 17 mai 1953. C'était une jeune fille finlandaise de 17 ans, dont le meurtre en 1953 est devenu l'un des cas les plus infâmes de l'homicide dans l'histoire de la Finlande. Son meurtre à Isolenki reste non résolu. Kilinki a été vue pour la dernière fois le 17 mai 1953. Elle se rendait chez elle à vélo, après une réunion de prière à Merekarvia, lorsque, pense-t-on, elle a été attaquée par une personne non identifiée. Les autorités ont émis l'hypothèse que le meurtrier avait peut-être un motif sexuel, mais aucune preuve n'a été produite pour étayer cette théorie. Bien que le crime ait reçu une attention médiatique notable, le meurtrier n'a jamais été identifié. Le corps de Zahari a été retrouvé le 11 octobre 1953 dans une tourbière. Son vélo a été découvert dans une zone marécageuse plus tard cette année-là. Les services funéraires ont eu lieu à l'église de Indonenski le 25 octobre. Environ 25 000 personnes y ont participé. Initialement, le principal suspect dans l'affaire était Kokko Kanervo, un curé qui est resté sous enquête pendant plusieurs années. Kanervo avait déménagé à Merekarvia 3 semaines avant le meurtre et aurait été dans la région le soir de la disparition de Zahari. Une enquête a déterminé que Kanervo avait été doyen du parti et avait passé les heures tardives de la nuit au presbytère. Avec tout, sauf 20 minutes de son temps, les autorités ont déduit que le prêtre n'aurait pas eu assez de temps pour se rendre à Ilosinski, à 60 km de Merekarvia, car il n'avait pas de permis de conduire ni d'automobile. Le deuxième suspect dans cette affaire est Hans Assmann. L'épouse de Hans, un espion présumé du KGB, est suspect dans les meurtres du lac Bodom en 1960. Il a été rapporté que son mari et son chauffeur se trouvaient près d'Izolenski au moment du meurtre. Hans Assmann possédait également une Opel marron clair, le même type de voiture que plusieurs témoins avaient vu près de la scène du meurtre. La femme d'Assmann a également signalé que l'une des chaussettes de son mari avait disparu et que ses chaussures étaient mouillées lorsqu'il est rentré chez lui le soir du meurtre. Il y avait aussi des bosses sur la voiture. Quelques jours plus tard, les deux hommes seraient repartis, mais cette fois, ils auraient apporté une pelle avec eux. Plus tard, les enquêteurs ont déterminé que le meurtrier de Zahari devait être gaucher, ce que Assmann était. En 1997, Assmann aurait avoué son implication dans le crime à un ancien policier, Matti Paloaro, et revendiqué la responsabilité de la mort de Zahari. Assmann a affirmé que la mort avait été causée par un accident de voiture lorsque sa voiture, conduite par son chauffeur, est entrée en collision avec Zahari. Pour dissimuler les preuves de l'implication du chauffeur, les deux hommes ont monté l'affaire en meurtre. Selon Palaaro, Assmann a déclaré sur son lit de mort: « Une chose cependant, je peux vous dire tout de suite, parce que c'est la plus ancienne et d'une certaine manière c'était un accident qui devait être dissimulé. Sinon, notre voyage aurait été révélé. Même si son ami était un bon conducteur, l'accident était inévitable. Je suppose que vous voyez ce que je veux dire. » Le dernier suspect dans cette affaire, Viktori Lemusisva. Viktori a passé de longues périodes dans un hôpital psychiatrique. Il est décédé en 1967, à la suite de quoi son affaire a été classée. L'homme que la police détenait généralement comme meurtrier était, à l'époque, un résident de 38 ans vivant dans un rayon de 1 à 2 km de la scène du meurtre. Dans les années 1940, il a été reconnu coupable d'une infraction sexuelle et il a été déterminé qu'il souffrait d'une maladie mentale. La police soupçonne qu'il a été aidé à dissimuler le crime par un beau-frère de 37 ans qui avait des antécédents criminels. Lui et son beau-frère connaissaient très bien le terrain local, car ils avaient un champ de travail commun situé à 50 mètres de l'endroit où Zahari a été retrouvé. La police a retrouvé dans le champ une pelle. Malgré tout,
Sa mère et sa sœur lui ont donné un alibi pour le soir du meurtre, disant qu'il était au lit à 19 heures, après avoir beaucoup bu. Lorsqu'il a été interrogé, ils ont dit que Sahari n'était plus en vie et que son corps ne serait jamais retrouvé. Par la suite, il a retiré sa déclaration, affirmant qu'il avait été mal compris. Lui et son beau-frère ont été interrogés à l'automne 1953. Peu de temps après cet incident, le beau-frère a déménagé à Östersunds central, puis en Suède. Il a de nouveau été interrogé alors qu'il était dans un hôpital psychiatrique pour y être soigné, mais son médecin a interrompu l'entretien lorsque son comportement est devenu étrange et confus. Malgré tous ces suspects, et malgré une enquête approfondie, le meurtre de Sahari n'a jamais été résolu. C'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ce genre d'histoire vous intéresse. Légendes, mystères, paranormal, disparitions dans d'autres pays. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.